Ça fait déjà 2 semaines que nous avons quitté Carnandras. Nous sommes arrivés à notre escale avant Bleu Argent, la Colchide. Tout semble avoir changé à Bourbeville. Tout sauf cet arbre gigantesque qui me fait toujours autant froid dans le dos. Il semblerait que les Argoussins font la loi par ici. Un certain lieutenant Detlev les dirige. On devait retrouver un contact à la fleur du marais, mais les habitués de la taverne ont confondu Eleanor pour une femme de joie. Leur insistance nous a poussés aux mains, enfin presque. Il semblerait que toute utilisation d'armes sans permis est strictement interdite, et que l'utilisation d'un tesson de bouteille pour se défendre enfreint la dite règle. Heureusement qu'un des clients de la taverne m'a couvert, mais l'un de mes assaillants n'eut pas cette chance. Il pend dorénavant aux branches de l'arbre noueux pour avoir dégainé sa dague. Une fois en compagnie de Taureau, notre contact, nous prirent la route du Cloiseau. Sur le chemin, des personnes un peu trop curieuses nous barrèrent la route. Malva et Basile, les propriétaires d'une autre tenure du bourbier. Nous avons pu rejoindre notre destination sans encombre. Là, une vaste plantation nous accueilla, ainsi que son propriétaire, Grégoire. Lui et Argyle semblent avoir un passif houleux. Espérons que ça ne fasse pas trop de vagues. Il nous révéla notre objectif en Colchide. Il faut que nous avancions dans la recherche et le développement sur l'usage de la résine de Calliope comme stabilisateur de la radiance. Sans ça, je ne pourrais retourner à Bleu Argent. Si proche, mais encore si loin. Au moins, j'ai retrouvé Michaele. Il semble bien mieux que lorsque je l'ai quitté. Tout ça grâce à Forkis. Je lui dois tellement de choses à ce petit gars. Apparemment, il aurait procédé à une sorte de rituel. Il s'en est servi pour soigner la plaie infectée d'Engeance d'Argyle. Un vrai miracle. L'avenir nous réserve encore beaucoup de choses, mais nous devons rester en vie. Le bourbier ne nous laissera pas respirer encore bien longtemps. Il fait nuit à présent au Cloiseau de l'Étoile. Il y a très peu de personnes dehors, peut-être encore un ou deux paysans qui se détendent, hommes, femmes, mais c'est relativement silencieux. En revanche, à l'intérieur de cette grange, qui fait office de laboratoire de fortune, il s'est passé quelque chose. Vous y êtes tous, dans ce laboratoire au sein duquel de l'équipement a été préparé pour que Alibert, Eleanor et Michaele puissent travailler, dans les jours, les semaines, les mois peut-être à venir. Et Argyle, tu te sens libéré de quelque chose. Oh, ta blessure est toujours là au niveau du mollet. Cette blessure dont tu as senti la morsure justement depuis des semaines, depuis les tunnels de Carnandras. Mais il y avait quelque chose d'autre dans cette blessure purulente. Et il te semble en avoir été délesté. Pour un temps en tout cas. Une sorte de mal absolu qui aurait été extrait. Forkis, tu viens de terminer ton rituel. Tes tatouages sont découverts. Et la petite session vient de se terminer aux yeux de tous, de toutes les personnes présentes. Vous, Elias et Michaele. Que faites-vous ? Est-ce que Je me tourne un instant vers tout le monde. Silencieusement, je les regarde. Je pense que j'encaisse le regard de tout le monde. Et je vais juste aller me rhabiller.
Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Forkis? Eh Ça va bien, bien, Argyle? Oh putain. Là, je me palpe. Là, genre, je comprends pas ce qui se passe. Ça a marché, putain. j'ai un petit sourire contrit et je te fais juste un signe de tête pour le moment. C'est un miracle? Comment, comment as-tu pu faire ça? Comment, qu'est-ce que c'est? C'est c'est compliqué, mais si vous voulez, la version courte, c'est la raison pour laquelle j'ai dû, quitter la Colchide initialement. Hmm, Pourquoi? C'est une chose qui puisse éradiquer l'engeance. C'est quelque chose de très puissant, de très... Ça l'est, oui, mais tout a un coût. Je je montre ma jambe, je tape dessus avec ma canne. J'ai ce don depuis que je suis petit et le premier village dans lequel j'étais, disons ils en ont abusé et Oh, à force de l'utiliser, ça m'a moi-même, en partie détruit. tu te, tu te sens bien? Ça va? Je Oui, oui, je vais bien. Le rituel que j'ai fait, disons qu'il n'est pas nécessaire pour absorber, heu, pour absorber le mal ou les maladies, mais il me permet d'en contenir les effets sur mon corps. Tu n'es pas infecté. Non, 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 ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Il, il, il f- il faut qu'on t'ausculte. Je, il faut qu'on vérifie. Parce que si ça s'est transféré sur toi, il faut qu'on soit sûr que ce soit le cas, que tu sois pas à ton tour infecté. Non, je t'assure que je n'ai rien. C'est c'est pas la première fois que je fais ça et grâce au rituel, je suis vraiment capable de limiter les effets, de les Et, contenir, de les enfermer dans les tatouages. et c'est temporaire. Pour ce mal-là, je ne sais pas, c'est la première fois. Mais pour tous les autres que j'ai soignés jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de retour de la maladie, de l'infection ou de quoi que ce soit que subissaient les personnes. Je je tends la main vers Michaëlé. Vous vous en avez, l'exemple vivant ici. Mm. Merci. Merci pour Michael et je... Ah putain. Je dois beaucoup à Forkis. Sans lui, je ne serais pas là, à Libère. Et je me Oui, devais oui. de garder le secret. Ce n'était pas ma responsabilité que d'expliquer. Moi-même, je ne comprends pas réellement. Je sais juste que je suis là. Je me devais de le faire de toute façon, Michaëlé. Tu as fait tellement pour moi et je ne pouvais pas te laisser mourir à petit feu devant moi. J'ai longtemps tenu en espérant que vos recherches aboutiraient et que je n'aurais pas besoin de le faire, mais après après ce qui est arrivé à Libère, j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'autre solution et je ne le regrette pas. Eh bien,
j'en serai éternellement reconnaissant. Mais c'est quelque chose qui se... Tu es le seul à pouvoir faire ça, tu as dit. C'est quelque chose qui se transmet, c'est quelque chose... Comment ça... On en parlera peut-être plus tard, mais repose-toi. Mais... Si tu me permets de pouvoir un peu comprendre mieux comment ça fonctionne, peut-être que ça peut nous aider. J'avoue que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Juste que quand j'entre en contact avec une personne, je sais si elle est malade ou non. C'est une sorte de faim en moi qui m'indique qu'il y a quelque chose à dévorer en elle. Chose qui dévore le mal. Ça fonctionne que sur les maladies? Ou les blessures? Maladie, infection, le poison probablement, mais tout ce qui est blessure en elle-même, je ne peux pas les refermer, je ne peux pas les soigner. Bien. Et Je... les esprits? Les esprits? Est-ce que l'esprit, vous pouvez le soigner? Un esprit malade. Je parle de Demian, ne faisons pas... Épargne-nous les faux semblants. Vous avez dit que vous ne pouviez rien pour lui. Non, ce n'est pas ce que C'est j'ai un dit. mensonge? Je n'ai jamais dit que je ne pouvais rien pour lui. Au contraire, quand nous étions au camp dans la lande morne, j'ai dit qu'il y avait de l'espoir pour lui. Je lui ai pris la main et j'ai senti la faim. En revanche, j'ai dit que je ne pouvais pas l'aider devant Paulin, qui était le cas. Paulin ne voulait pas qu'on l'isole et je ne pouvais pas faire ce rituel devant tout le monde. Tu vois que Eleanor, elle hésite un temps à parler. Et donc ce rituel sert à vous protéger, en quelque sorte. Cela vous évite. Qu'y a-t-il sur Mais votre jambe? il n'y a rien. Il n'y a pas de marque ou quoi que ce soit. Juste les nerfs ont dû être touchés. Et eh bien, elle fonctionne moins bien qu'avant. Mais Ça ce n'était me... pas la blessure de quelqu'un que vous auriez absorbé. Non. À vrai dire, n'avait même rien à voir avec une infection à la jambe ou quoi que ce soit. C'est juste l'accumulation de tout ce que j'ai dévoré qui a fait ça. Vous voyez, dans mon premier village, il prenait ça comme une bénédiction, mais il le considérait aussi comme un don pour le village, et un don qui leur appartenait. Certains Ouais. étaient parcimonieux avec leur utilisation, d'autres moins. Et ce sont les tatouages qui ont faim, c'est ça? Non, Qui les tatouages contiennent. les tatouages sont là pour contenir le mal. C'est un rituel qu'on m'a appris plus tard. Et vous voyez que Qui vous l'a appris? j'ai un instant d'hésitation avant de dire un rituel que j'ai appris à Pont du Palu. Et ce quelqu'un a fait ses tatouages. C'est ça, oui. Je dois rencontrer cette personne. Pourquoi les tatouages vous intéressent tant? Depuis que je suis toute petite, je rêve. En songe, parfois, ou la nuit. Des motifs me viennent. Ce sont des rouages. J'ai toujours cru que c'était
un élan créatif, quelque chose que je repoussais pour laisser de la place pour mes leçons, que je laissais, qui s'exorcisaient de temps en temps, je ne savais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je me rends compte que vous avez ces mêmes dessins, exactement la même chose que ce à quoi j'ai toujours rêvé. Vous les avez sur votre dos. J'ai un faible sourire et je dis: «Eh bien, peut-être est-ce la preuve que le destin existe réellement?» Vous ne devriez pas sourire en disant cela. Le destin, c'est un cauchemar, une nouvelle cage, tenue par de nouvelles entités plus puissantes que nous. Et nous voici contraints et enfermés à nous rencontrer. Vous venez juste de lever le voile sur des barreaux supplémentaires. Et pourtant, il y a aussi de l'espoir. Vous venez aussi de trouver potentiellement un remède à la maladie de votre frère. Demian sera sauvé. Et vous n'en souffrez pas du tout. Je veux dire, vous ne ressentez rien pendant ce rituel? Je je ressens le transfert de la maladie ou du mal, mais tant que le rituel est fait, je sens que c'est contenu dans mes veines et que ça se dirige directement vers le tatouage. Et après? Est-ce que ce mal Et ressort d'une quelconque façon? Est-ce que les tatouages grandissent? Sont-ils vivants? Sont-ils... non, rien de tout cela. Et jusqu'à maintenant, je ne les ai jamais remplis complètement. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas ce qui se passe une fois qu'ils sont remplis. Alors j'utilise, ce don avec parcimonie. Et Et en fonction du mal... Pardon. Mais excuse-moi, Albert, mais plus le mal est grand, plus les tatouages se complètent. Non, plus le mal est grand, plus le sacrifice est nécessaire pour le faire doit être important. c'est ce que je voulais savoir. Là, un veau a suffi pour une blessure de l'engeance. Mais pour Parce Demian, qu'il était au début de la contamination. Et que je m'étais déjà Et shooté aussi. exactement. Si c'était un stade plus avancé, je ne sais pas si j'aurais été capable de le sauver seulement avec un veau. est-ce que tu sais... Comment sais-tu quelle, quelle taille, quelle importance doit être le sacrifice pour, euh, pour soigner le mal, pour dévorer le mal? Par exemple, Demian, il faudra un sacrifice de quelle ampleur? Très sûrement un sacrifice humain. On peut Michael se prouver est, ça. Michael est déjà à un âge avancé, alors je ne lui ai fait gagner que quelques années. Euh, Argay, lui, l'infection était mineure, mais pour Demian, c'est une maladie assez sévère et il a encore toute la vie devant lui. Non. Je vois. C'est que pour le... Je précise, hein. C'est que pour faire le rituel, hein. T'as pas de frein. Ça veut pas dire que ça marcherait. Mais t'es pas obligé de Oui, faire un c'est sacrifice. si je veux que ce soit contenu dans les tatouages, il faut que j'en fasse un. Mhm. C'est ça. Ah, sinon ça retombe sur toi. Oh, bon, ça sert cher. Mais du coup, ça a fin de ce qui est sacrifié ou de ce qui est retiré en maladie? Non, de ce qui est... C'est la maladie elle-même. Que le sacrifice soit fait ou non, que le rituel soit fait ou non, n'y change rien.
Mais je Et n'en sais pas vous... beaucoup plus. Je, je veux dire, je ne sais même pas si lorsque je fais le rituel, ce qui est en moi est nourri ou non, ou si les tatouages le capturent avant. Et la personne qui vous a fait ça, qui est-ce exactement? Que fait-elle? Est-ce quelque chose qui vient de Colchide ou bien était-ce quelqu'un de passage que... C'était, c'était ma mentor, répondit Palu, une doctoresse du nom de Céleste. Scientifique, donc. Ils ont un nom? Que savez-vous d'autre? Rien de plus. Céleste était comme moi une étrangère à Pont-du-Palu. Elle était installée à l'extérieur et n'avait que très peu d'interaction avec les autres habitants. Elle était tout juste tolérée. Et Pas à ma question. Je vous demandais si cela avait juste un nom. pas que je sache, tout du moins ne me l'a pas dit. Et cette Céleste, elle est toujours à Pont-du-Palu? Si les Morrigan le souhaitent, oui. Qui sont les Morrigan? C'est ce sont des divinités de la Colchide. Je vous ai dit, quand j'étais petit, j'ai acquis ce don. Eh bien, c'est parce que ma mère était malade et que je suis allé prier les Morrigan. Et elles vous ont offert ce don. Et elles m'ont offert ce don. Et ce tatouage serait lié au Morrigan alors? C'est ce que je pense, oui. Je ne sais pas Où ce que peut-on les Céleste faisait trouver? avant d'arriver. Au fin fond de la Colchide. Bien au fond des terres. Bien loin de Bourbeville. Remontrez-les-moi. Et je vais chercher un papier et je vais commencer à griffonner. Euh, Pas si bien sûr, je regarde un instant le veau qui est au sol et je dis peut-être devrions-nous nous débarrasser de ce pauvre veau avant qu'il tâche le sol. Oui, 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 Ouais. on va s'occuper de ramener ça en cuisine. C'est mangeable? Que je sache, oui. Le sacrifice n'est jamais infecté par la maladie. Très bien. Porcis, c'est Elias qui s'adresse à toi. J'imagine que ce qui vient de se passer, vous ne souhaitez pas l'ébruiter particulièrement. Effectivement. Personne d'autre, en fait, n'est au courant à part vous et Céleste. Même Grégoire ne le sait pas. Du Non coup, pas moi, je que... voudrais essayer de voir s'il n'y a pas du monde qui a regardé. En tout cas, dans le laboratoire, il n'y a personne d'autre que vous. Non, mais aux portes ou un truc comme ça. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une jeune femme assez curieuse quand on est arrivé. Ah, tu veux dire la fille de Grégoire? Oui, oui, la fille de Grégoire. Je pensais que tu parlais de Malva. Il est là. Non, tu vois personne Ok. à l'extérieur. Quelques mouvements ici et là, hein, ce sont des terres assez vastes, mais à proximité, tu repères aucun mouvement suspect en tout cas, ou présence suspecte. Et je rajoute du coup à Elias, non pas que je ne fasse pas confiance à Grégoire, c'est juste que je ne veux pas entacher notre relation par un quelconque intérêt supplémentaire de sa part. Enfin, peut-être qu'il n'y penserait pas ou qu'il ne le choisirait pas, mais je préfère juste ne pas lui laisser cette opportunité. S'il n'y pense pas, ça ne peut pas lui faire de mal.
Ne vous en faites pas, Forcis. Je n'ai aucun intérêt à ébruiter cela. Et il a un regard en direction d'Eleanor. Je ne sais pas ce que Eleanor veut dire réellement par rapport à ces symboles et il montre légèrement tes tatouages. Je pense que... Il te regarde en disant ça, Eleanor. Il sait que t'es présente, hein, il t'ignore pas. Sa curiosité pourrait vouloir être satisfaite. Il a un petit sourire, dont certains pourraient penser qu'il est narquois. Et... votre mentor... Est-il possible qu'elle soit donc toujours en vie? C'est une personne jeune? Non, elle était déjà âgée à l'époque où je suis parti. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucune chance. Mais si elle est encore en vie, elle a déjà plus de 70 ans, je dirais. La raison pour laquelle je vous pose la question... Il s'adresse toujours à toi, Forcis, mais il te regarde toi, Eleanor. C'est que parfois... les réponses aux questions, on ne les trouve jamais. Si cette personne est morte... Alors... il ne faut pas avoir trop d'espoir. Comprenez ce que j'essaie de vous dire, jeune Eleanor. Tu manques de foi, Elias. Qu'elle soit morte ou vive, je trouverai une réponse. Mais... permettez-moi simplement de... J'ai maintes fois tenté de comprendre comment fonctionnait votre esprit. Je sais que vous voyez de nombreuses choses. Mais... n'est-il pas possible que... la mystique du moment ait fait apparaître en vous des souvenirs qui ne sont pas vraiment les vôtres? Après tout, en votre esprit, ce doit être le feu en permanence. Êtes-vous bien sûr que... Il regarde tes tatouages un petit peu en parlant, Forcis, enfin si tu les as pas cachés, tu t'es rhabillé mais il essaie de... Je ne suis pas assez familier avec le détail de vos créations, jeune Eleanor, pour savoir. Êtes-vous certaine qu'il s'agisse des mêmes symboles? J'ai retiré du coup mon veston pour te laisser les regarder de nouveau. Tu vois que je me frotte les bras, que je suis un peu gêné. Je vais les examiner avec attention, hein. Alors, tu les connais pas tous, hein. Il a beaucoup de tatouages. C'est vraiment pas tous les symboles. Mais t'es absolument certaine que ceux que tu reconnais, c'est ceux que tu as déjà vus. Tu les revois d'ailleurs tourner dans ta tête comme si c'était des engrenages. Cette fois, c'est un souvenir, hein. C'est-à-dire que tu les revois dans le sens où tu te souviens avoir vu ça. Et t'as toujours pris ça comme... pas vraiment des visions d'ailleurs. C'était pas des flashs, c'était vraiment quand tu réfléchis à des choses, tu conceptualises, ben ça apparaissait dedans. Et t'es vraiment certaine. Il n'y a aucun doute possible. Il y en a que je ne connais pas. Mais pour les autres, Elias, j'en suis certaine. Comment il est exactement, Elias, en disant tout ça?
tel que, tel que je Quel l'ai- sentiment on lit sur... tel que je l'ai décrit, tu vois que on te décrire précisément alors qu'il n'a dit que ce qu'il a dit, dans le sens où c'est toi qui regardais quand il parlait à Forcis, parce qu'il a vu ta curiosité, quand il y a un nouveau mystère, quand il y a quelque chose à comprendre, tu veux absolument le comprendre. Et là, on parle d'une femme qui est potentiellement morte, et donc il sait que tu peux te faire consumer d'une certaine manière par une quête qui est une quête de savoir. Donc de l'inquiétude. Ouais, c'est ça. Au-delà, je dirais pas de l'inquiétude. Oui, légère en tout cas. Il est. Je cherche le terme. Il est à l'écoute. Ouais, Cerne. c'est pas une inquiétude ultra prononcée, mais T'es occupé? oui, préoccupé. Non, mais Voilà. je Il vois, anticipe. Il anticipe. Non. Partons du principe que Forkis a raison et que le destin existe. Ce qui... vraisemblablement... Disons que tout penche vers cette réponse-ci. Si le destin existe vraiment... je trouverai la réponse. Je ne suis pas venu jusqu'ici avec ces dessins en tête pour ne pas la trouver. Ce serait totalement incohérent. Je ne dis pas que ce sont les rouages du monde, je ne dis pas que... Je dis que ce chemin a été tout tracé, tout simplement. Si cela ne vous dérange pas, Forkis, j'aimerais bien... Peut-être à un autre moment, je commence à être très fatiguée. Garder en mémoire les autres, voir s'ils m'inspirent un jour. Bien sûr. Bon, Je suis c'est pas le navrée. tout, mais je commence à avoir faim, hein? Et puis il y a le repas. Et je montre le veau. On y va? Je dis à Argyle, je vous conseille de lui casser une jambe ou quelque chose du genre. Et de dire que c'est parce que vous l'avez vu avec une jambe blessée et qu'il ne pouvait pas se relever que vous avez décidé de mettre fin à ces jours. Ça passera mieux auprès de tout le monde, je pense. Parfait. Je propose que... Là, il est assez tard quand même. Qu'il y ait un repas... je dirais un repas froid qui a été laissé sur la table dans la maison principale. Grégoire n'est pas là. Ce que je vous propose pour cette soirée-là, c'est si vous voulez vous parler entre vous, vous pouvez. Mais pour le reste, je pense que là, on est à une heure assez tardive, qui fait que pour la soirée, ça sera tout. Sauf si vous avez un truc vraiment particulier à faire ou à discuter entre vous. Moi, pas ouvertement. Enfin, moi, je veux parler avec Argyle. Et vu qu'on a souillé mon laboratoire, je veux bien aller dormir chez la fille de machin. De Grégoire. Dont j'ai oublié le nom, bien entendu. D'accord. Hilda. Pour ne surprendre personne. Hilda. Hilda. Moi, du coup, je vais nettoyer sans doute le laboratoire, histoire que le sang ne reste pas sur le parquet, incrusté dans le parquet. Ça serait bien. Et je vais m'occuper de tout remettre en ordre Entendu. avant d'aller me coucher. Alors si c'est Argyle... Toi, tu voulais parler à Argyle, Eleanor, dès ce soir, donc. Mm. D'accord. Orsis, tu voulais faire un truc? Il revient. Ah, pardon. Il arrive. Du coup, moi, mis à part le fait que qu'on veuille me parler, là, l'idée c'est plutôt d'aller dormir après avoir bouffé. Ok. Ça a été une longue journée. Ouais, pas de souci. Juste, je vais vous demander où vous voulez dormir. Alors, j'ai quelques propositions. Il y a, je pense, quelques chambres Chez dans papa. la grande maison. Alors, j'allais te proposer d'autres choses aussi, pour voir ce que tu préfères.
Il y a aussi le dortoir des Spadassins, là où il y a Taureau. C'est plusieurs dortoirs, c'est fait exprès. Bon, le chalet, j'en ai parlé tout à l'heure. Ou toute autre idée que vous auriez. Ça, c'est les choix que je vous propose en fonction de proche de qui vous souhaitez être. Je crois que Eleanor t'avait dit que tu voulais dormir dans le labo, non? C'est ça? Ouais, j'avais dit ça, ouais. Du coup, moi j'irai peut-être s'il y a une chambre de dispo dans la bâtisse. Ah, ok. Mais du coup, je vais chez Hilda, moi. Oui, ça j'ai compris. Et il me semble que ça Oui, faisait pas de partie souci. des... Ouais, ça fait partie, mais il y aura moins d'emplacements, moins de place. Et toi, Argel, donc, tu confirmes ou... Alors, ce soir, je prendrai une bouteille et j'irai voir Taureau, histoire de raviver un peu, mais sinon, le reste du temps, je pense que je dormirai avec les... Quand on aura récupéré Nestor, je dormirai avec la troupe, quoi. Taureau, il est au dortoir, lui, hein, justement. Oui, non, mais il y a la partie dortoir Spadassin, et il y aura la partie dortoir de la compagnie de Nestor. T'en sais rien, ça c'est toi qui... Je sais pas ça pour ouais, l'instant. ouais. Mais là, ils sont pas là, donc de toute façon, le problème se Ouais. pose pas. C'est pour ça que ce soir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'irai au dortoir avec D'accord. Taureau. Pas de problème. Ça marche. Eh bien, Eleanor, je te laisse me dire où tu interceptes Argale pour lui parler seul à seul. Au sortir du repas. Alors qu'il se dirige vers le dortoir des Spadassins, je pense que Avec 2 bouteilles tu dans les m'entends mains. marcher. Tu m'entends marcher derrière toi. Et à un moment, je pose juste ma main sur ton épaule, Argale. Ouais. J'ai quelques questions à vous poser sur Grégoire. Vous comprendrez, j'ai déjà... Enfin, je travaille pour lui maintenant. Théoriquement, je devrais travailler pour lui et je me demande... Qui est-il exactement? Et à quel point peux-je avoir confiance en lui? Vous semblez l'avoir connu, il vous a regardé comme un père regarde son enfant. Je faisais partie de ses enfants, ouais. Disons que ma famille originelle n'était pas totalement aimante. Mhm. Enfin, surtout celui qui me servait de père. Et il avait des dettes, et il n'arrivait pas à les rembourser. Et quand on doit de l'argent à Grégoire, c'est pas une très bonne idée. Donc, il prête de l'argent, c'est ça? J'imagine que plus maintenant, vu que il se retrouve ici. Avant, il avait pignon sur rue. Il dirigeait des Spadassins. Et En Dalmérie? une sorte d'orphelinat. À bleu-argent. Vous vous êtes retrouvé dans son orphelinat en ayant une famille? Disons que ma mère n'a pas été très sage. Et que ça devenait trop risqué pour moi de rester dans cette maison avec un père qui n'était pas mon père. Oh, Alors elle a supplié Grégoire et il a accepté. et... Attendez, je ne comprends pas cet état. Il prêtait de l'argent en ayant un orphelinat? Comment faisait-il rentrer de l'argent? Comment pouvait-il avoir de l'argent? Disons que ces troupes de Spadassins rapportaient de l'argent. Mais gérer un orphelinat et des hommes Spadassins, ça demande beaucoup de ressources.
Il a dû diversifier ses activités. Je regarde interloqué, Certains d'entre nous ont servi de garde, gardien. Des combats étaient organisés, ce genre de choses. Et certains devaient protéger les filles qui travaillaient. les filles qui travaillaient. Vous me dites que je travaille pour un proxénète. Et grossièrement résumé, mais je ne pense pas que ce soit par plaisir ou par choix qu'il ait fait ça. On commençait à être un peu trop nombreux pour pas assez de ressources. Et le fait qu'il ait passé des contrats avec certaines personnes au placé de Bleu Argent ont dû faire en sorte que il n'avait pas vraiment son mot à dire. Vous savez qui étaient ces personnes? Non, c'était pas... J'étais qu'un garde. Enfin... Ça remonte. Il vous a fait combattre? Je servais de garde, mais j'ai aussi combattu. De force. Il n'a pas... Il n'a pas vraiment protesté ou empêché, mais c'était pas lui qui m'a demandé de le faire. Pourquoi êtes-vous parti? Vous l'avez quitté, c'est ça? Ah oui. La dernière fois où je suis parti, c'est parce qu'il m'avait demandé d'amener des jeunes à un recruteur de l'armée pendant la guerre des Trois Couronnes. Trop de l'argent? Je ne sais pas si c'était une question d'argent ou une question de... Il avait des obligations. Et vous êtes Quoi qu'il en parti soit. pour ça? J'en ai profité. J'ai voulu ma liberté. Et au final, ça a été un peu... Ah. J'ai troqué une prison pour une autre. Enfin, au début. Vous vous croyez libre? Disons que... J'ai plus de chances de m'en sortir comme ça. On va pas se mentir, je suis pas le plus brillant, le plus intelligent. Je sais pas faire grand-chose. Et vous êtes parti parce que vous n'approuviez pas ce qu'il faisait avec les enfants. Là, c'était pas... C'était pas des enfants non plus. Ils étaient en âge d'être enrôlés, mais ça me plaisait pas. Elle va poser sa main sur ta joue et tu sais caresser doucement et tout n'est pas vraiment perdu pour vous alors Argyle. Il semblerait que vous ayez un cœur. Prenez soin de vous. Vous lui faites confiance à Grégoire? Hmm. Disons que... J'aurais tendance à dire oui. Il y a une certaine loyauté
Elle sourit. Il se sent Ah. responsable un peu des autres. Il est plus compliqué qu'il en a l'air. Et en y repensant, c'est pas forcément le monstre que j'imaginais quand j'étais plus jeune. Vous devriez le lui dire. Bonne soirée, Argyle. Moi aussi. Alibert et Forcis, alors toi, Alibert, tu m'as dit que tu voulais nettoyer. Je pense que tu passes un peu de temps avec Michaele qui t'aide. Oui. Est-ce que tu veux faire autre chose ce soir ou pas? Si j'étais avec Michael dans le labo, je vais discuter avec lui. Euh, Tu m'as dit que ça fait... Ça fait combien de temps déjà que tu es parti de Bleu Argent? Je ne suis parti que pour arriver ici. Je vivais toujours à Bleu-Argent, Alibert. Oui, oui, non, c'est pas pour savoir combien de temps t'es depuis ici, c'est pour savoir. Héloïse, les enfants, t'as gardé contact avec eux? Euh, de loin, Qu'est-ce qu'ils sont devenus? ils, euh, ils vont bien. Ils vont bien aux dernières nouvelles. Euh, et le temps a passé. J'ai beaucoup... J'ai perdu le contact avec et... J'ai pris de leurs nouvelles, bien sûr, au début, Oui, mais je, je sais qu'ils vont bien. Je sais que vous. oui. Il y a un Allô? problème de son, là. Ah, mon câble s'était à moitié Ah, débranché, je sais ça pas marche. pourquoi. Désolé. Ils vont bien? Oui, oui. Ça n'a pas été facile du tout pour eux, Alibert, mais tu t'en doutes. Hum. Je pense que... Je pense qu'ils voudront bien me revoir. Et je pense que... Bien sûr. Pourquoi ne le voudrait-il pas? À leur âge, je suis parti... Je sais pas... Je sais pas ce qu'on a dit sur moi, donc... Je sais pas ce qu'ils ont Ah, pensé, ce qu'ils pensent toujours. je... Alibert, je... Je crois qu'il faut que je te dise quelque chose. Euh, Oui. Lorsque tu as été arrêté, on ne t'a pas revu et après un certain temps, je ne sais pas comment te dire ça, Alibert. On nous a dit que tu étais mort en prison. Tu comprends? Je vois. Je vois. Ça va leur faire un choc. Comme lorsque j'ai appris que tu étais encore vivant. Et oui, c'est sûr. Purée. Cela a dû être très difficile pour toi toutes ces années. Je ne peux qu'imaginer. Oui, il va falloir encore rester quelque temps ici. J'en... J'en peux plus. Je veux aller à Bleu Argent. Si c'était que moi,
prendre un bateau et j'irai. Je me doute. Je me doute, Alibert, bien sûr. Et c'est bien normal. Je crains malheureusement que ta présence ici, celle de cette femme Eleanor, tout ça soit pour l'instant bien cadré, mais cela veut dire que tu as une chance de retrouver une vie, Alibert. À Bleu Argent. Oui. Ouais. J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Il faut t'accrocher à cette idée. Tu as tenu tout ce temps. Maintenant, tu es proche. Tiens encore un peu. Regarde comme j'ai tenu, moi, même si Oui. ça a été avec un petit peu d'aide, je le concède. Te revoir apaise un peu mon désespoir, en tout cas. Ça fait du bien. Il te donne une petite tape sur l'épaule tout en détournant la tête. Un bon garçon. Ah. Aussi, tu me redonnes un petit peu de vie, je me dis que tout n'est pas perdu. Et puis, regarde autour de toi. Oh, ce n'est pas bleu argent, ou ce n'est sans doute pas ce que tu as vu à Carnandras, mais Non. bien, nous sommes quand même dans notre élément, pas vrai, Alibert? Oui, ils ont fait du bon travail à regrouper tout ça. Sauf que il y a encore du chemin pour faire ce qu'on avait à Carandras. Ah, je me doute, mais bon, ça me rappelle le bon vieux temps de notre collaboration. Est-ce qu'on a pu travailler, toi et moi, sans voir la lumière du jour? Ah, oui. Ah. Ah. Bon. Alibert, tu me pardonneras, mais mes vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient, même avec la magie insufflée par Forsyth. Et je crois que je vais avoir besoin de repos. On m'a dit que j'allais beaucoup travailler ici, alors je vais Ouais, m'économiser. tout à fait. On a du boulot sur la planche. C'est sûr. Et je nous fais confiance, mon ami. On va le faire. Ah. Allez, passe une bonne nuit, mon petit. À toi aussi. Et moi aussi, je suis vraiment content de te revoir. Et pour moi, ça a été un peu moins une surprise. Je savais. On m'a dit que tu étais encore en vie. Une des plus belles surprises. Et tu es encore pas trop mal. Si toi aussi t'as un petit peu vieilli. Bon, allez. À demain. Ouais. À demain. Forsyth. Oui. Tu veux faire quelque chose de spécial cette nuit? Moi, je pense que je vais aller voir Grégoire dans son bureau, voir s'il y est et peut-être parler avec lui Hmm. des différents arrangements possibles de ce qu'on va devoir céder à Amael et au Vizir Brune et commencer à rédiger les contrats avec lui. Tu veux le jouer, ça? Ou tu me disais juste que tu allais en parler? Non, mais, je pense que voilà, on va se mettre autour de la table, on va commencer à rédiger. Je pense que je vais en faire 3, les 2 qui seront cadrés, on va dire, comme j'avais en tête, l'un pour Amael en échange de son autorisation pour que les troupes d'Argale puissent accéder à Bourbeville et à la Colchide. Euh, la possibilité pour lui de faire appel au mercenaire une fois, sur un échange donnant-donnant. Et le deuxième, qui serait plutôt pour les visières brunes et pour Amael, ce serait considérant si on arrive à mettre en place quelque chose de stable au niveau de l'énergie, de la radiance, que eux en touchent soit une somme fixe, soit un pourcentage pour chaque transport réalisé. Et que ça comprenne du coup, entre guillemets,
l'absence d'inspection à Bourbeville pour Amael qui nous aide en fin de compte à faire sortir la marchandise plus facilement. Et pour les visières brunes, bah, du coup, la récupération de la marchandise plus son transport vers Contrebois. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que Grégoire va travailler avec toi sur ces contrats-là, avec attention. Vous allez bosser dans un coin où ça va être discuté. Et vous allez rédiger effectivement ça. Alors, la négociation ne sera pas faite sans lui, bien évidemment, hein. Tout ça n'est que idée pour l'instant. Mais ce que je te propose, je m'engage dessus. À un moment donné, ta préparation pourra t'aider. Le fait Ok. que ce soit bien cadré, préparé, qu'il y ait un contrat, tout ça, ça pourra t'aider à être convaincant. Sans aucune garantie que ça se fasse exactement comme ça, mais le fait que ce soit bien Ouais, fait, bien cadré, tu pourras me le rappeler si à un moment il te semble que j'ai oublié ça. D'accord? ok. Ouais. Et du coup, pendant la rédaction des contrats, il y a un moment où je vais m'arrêter, poser la plume, et je vais regarder Grégoire et je vais lui dire, Grégoire, je peux plus faire ça à Libère. Je pense qu'il est temps qu'on lui dise. J'ai tenu mon engagement jusqu'à maintenant. Tu m'avais demandé de ne rien dire, que tu lui dirais en personne. J'hésite. Ce n'est pas que je ne veux pas lui dire. Ce n'est pas ça. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne le cacherai pas. Ça ne me concerne pas de toute façon. Et je ne le connais pas suffisamment pour savoir de quelle manière ça va l'influencer. Je ne sais pas à quel point c'est bon pour lui. Il faut qu'il se raccroche à quelque chose pour travailler. S'il ne se raccroche à rien, qu'il ne fait rien, de toute façon, il n'obtiendra rien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'éteindre l'infime espoir qu'il peut nourrir. Tu ne crois pas, Francis? Je pense honnêtement que ça lui fera du mal sur le coup, mais que cela pourrait alimenter de nouvelles braises. Celle de la curiosité. Il voudra savoir ce qui s'est passé. Et peut-être même celle de la vengeance. Tout ceci se prépare. Mais en tout cas, pour ma part, c'est un ami et je ne peux pas continuer à faire comme si je ne savais rien. Francis, est-ce que tu as bien conscience que si nous ne menons pas bien cette entreprise, Alibert n'obtiendra pas ce qu'il veut, une nouvelle vie. Même chose pour Argyle, pour Eleanor. Tout ça est conditionné, tu comprends? Si tu es prêt à mettre ça en péril, que tu penses pouvoir le cadrer, libre à toi. C'est un ami, tu l'as dit. Si quelqu'un doit lui dire, c'est toi. Je me demande même si le vieux savant ne lui a pas déjà dit, après tout, ils se connaissent. J'avais demandé à Michael d'en dire le moins possible, mais qu'il ne se force pas non plus à le cacher. Je ne voulais pas mettre Michael à défaut, lui, également. Mais tu sais, je ne pense pas que ce soit mettre l'entreprise en péril. Comme je te l'ai dit, si on ne lui dit rien maintenant, son esprit sera toujours tourné vers Bleu Argent. Et si on ne lui dit rien, imaginons que nous devons à un moment ou à un autre aller à Bleu Argent. Que fera-t-il à ton avis? Il partira directement là-bas. Et vu ce qu'il s'est passé à l'époque, enfin, je suis persuadé qu'il était innocent à l'époque. Alors, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir et qu'il faut être prudent. Et le mettre au courant
pour qu'il puisse se préparer de son côté. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne suis pas sûr que s'égarer dans des petites intrigues personnelles soit la chose à faire à l'heure actuelle, Forcis. Nous avons des priorités. Et plus vite vous voudrez sortir de cette situation, plus vite Alibert le voudra, plus vite il faudra se concentrer sur cela. Je ne veux pas d'éparpillement. J'y veillerai, tu comprends, Forcis, et j'entends que tous ceux qui sont avec moi y veillent aussi. Mais Margale, d'une manière ou d'une autre, c'est son rôle de veiller à ce que tout file droit. Je n'ai pas une absence de compassion, tu dois comprendre, mais l'efficacité doit primer. Ici, en Colchide, sur les tenures, les choses peuvent vite dégénérer. La vigilance doit être préservée, en particulier ici. Je le sais. Mais je pense sérieusement que tant qu'Alibert ne saura pas tout, il ne sera jamais complètement avec nous. Prends-en la responsabilité. Mais d'accord. Entendu. Ok. Merci. Ce sera tout pour moi pour ce soir. Il s'appuie sur les accoudoirs de sa chaise et il se lève. Je le regarde et je dis, je termine de rédiger les contrats et je te les laisserai là pour que tu puisses y jeter un dernier coup d'œil. Je me lève beaucoup trop tôt de toute façon. Je pense que je les aurais lus avant que quiconque soit levé dans cette tenure. Car ne m'avait pas pris longtemps pour vous décider sur la personne à qui parler à Bourbeville. C'est par la force des choses, je dirais. Je pense qu'il est inutile de s'éparpiller plus. Nous devons de toute façon avoir affaire aux visières brunes. Autant discuter de tout avec leurs contacts. D'une certaine manière, ce qui s'est passé à Brienne-les-Flots nous a, par la force des choses, simplifié le travail ici. Très bien. Alors à demain. Plus tôt vous partirez, mieux ce sera. Pour savoir à quoi nous en tenir. J'espère que le laboratoire convient à Mademoiselle d'Aubrac et à Alibert. Pour l'instant, c'est ce que nous avons. Et ils nous ont déjà signalé qu'il faudrait bien plus pour recréer ce qu'ils avaient fait à Carnandras. Et c'est un bon début. Ils sont plutôt optimistes. Tant mieux. Allez, bonne nuit à toi, Forcis. Et Bonne nuit. merci pour tout. Il monte les escaliers. Il s'appuie un instant d'ailleurs quand il arrive à moitié sur le mur. Prend une profonde inspiration et il remonte. Il plus aussi leste qu'il le fut. Eleanor, tu gravis la petite colline qui monte jusqu'au chalet. Il fait encore très chaud malgré l'heure tardive, malgré la nuit. Et tu me remarques par l'une des fenêtres, alors que tu t'approches, sans remarquer de détail, que doit y avoir une chandelle qui est encore allumée puisqu'il y a de la lumière vacillante. De là-haut, du haut de cette colline, tu te retrouves pratiquement entouré d'étoiles. Vu c'est quand même loin de toute civilisation, c'est vaste, t'as vraiment l'impression que tu es au sein d'un globe étoilé, de chaque côté.
Et tu vois assez clair dans la nuit, le ciel est d'ailleurs dégagé. Tu peux aussi voir les lumières en contrebas du cloiseau. Tenure qui te donne l'impression d'être encore plus vaste de là où tu es. Il y a des lumières un petit peu partout, des torches pour éclairer l'endroit même s'il n'y a plus personne. Il y a encore quelques charrettes, quelques brouettes qui se baladent ici et là, jusque tard dans la nuit, ça travaille encore. Et cela reste tout de même plutôt silencieux, même si on entend encore quelquefois les animaux. Les animaux de la ferme, mais aussi les animaux en lisière, dans le bourbier. Que fais-tu? Je pense que je vais rester un temps à observer les étoiles et à me demander si je dormirais pas carrément sur le porche, tu sais, pour juste rester les observer le plus longtemps possible. Je dois rester un moment comme ça avant de me tourner vers la porte pour aller toquer. Ce que je te propose, c'est alors même que tu observes les étoiles, avant même que tu ailles frapper, t'es dos à la porte, et tu l'entends s'ouvrir derrière toi. Et lorsque tu te retournes, tu vois une silhouette féminine qui est adossée, enfin pas adossée, pardon, appuyée contre l'un des côtés de l'encadrure de la porte. Tu la distingues pas complètement avec les reflets, tout ça, notamment derrière, tu la distingues pas complètement, mais elle est vraiment nonchalamment appuyée dessus. Et tu remarques même elle est en robe de nuit, et elle a même, je pense que tu l'entrevois rapidement, un sein qui est découvert, et elle s'en rend compte, elle remonte comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Un endroit où dormir. J'avais prévu de dormir dans le laboratoire, mais finalement, je préférerais éviter. Alors vous êtes venu au chalet. Elle s'avance, elle laisse la porte complètement ouverte, et elle te regarde même pas, elle va se poster à côté de toi, et elle regarde pareil les étoiles, le cloiseau. Et tu vois effectivement, elle est en chemise de nuit, mais complètement débraillée. Puis elle te regarde, de haut en bas. C'est une rousse, elle a des longs cheveux, très ondulés, presque frisés d'ailleurs, mais pas tout à fait. Et vous êtes la scientifique, c'est ça? C'est ça. Donc on vous a parlé de moi. Ah oui. Vous étiez Et attendu que comme vous le a-t-on loup blanc. dit alors? Ah, vous alliez probablement rester à travailler enfermé entre quatre murs. Ça se passe jamais comme ça ici, je vous rassure. Ah oui. Enfin. Hmm. Pour certains. Et vous? Moi? Mhm. Que faites-vous ici? Paraître la fille de Grégoire, c'est une occupation qui est moindre. C'est une excellente question. Qu'est-ce que je peux bien faire ici à part être la fille de Grégoire? Elle regarde autour. Je me demande vraiment ce que je fais ici. Je me pose cette question tellement souvent. Et pourtant, je suis là. Le cloiseau, Bourbeville, tous ces tocardes. Vous les avez vus, ces bouseux à Bourbeville? Ah, ces petits rois de l'administration, ces édiles, ces aristocrates de la terre, qui se prennent pour des nobliaux. Très divertissant au demeurant. Vous les connaissez? Oh oui, je les connais. Les édiles? Je les pratique. Certains. Vous les pratiquez? Oh, vous. Je vous vois venir. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Mais... nos charmes ont parfois leur utilité. J'en ai jamais usé. Vous devriez. Vous devriez. Vous êtes plutôt jolie femme.
Vous devriez, ça facilite parfois beaucoup les choses. Le tout est que vous soyez celle qui manipule et pas l'inverse. Et souvent, ils sont aveugles. Vous savez comment ils pensent. Ils ne pensent pas. Vous avez une très haute estime de vous-même et une très basse estime de tous les autres. De beaucoup de gens. Il faut être réaliste. Et c'est comme ça que vous vous frayez un chemin. Si vous ne le faites pas, si votre estime de vous est faible, ah, vous êtes écrasé dans la fange, comme les cochons. Et ça, Que vous vous frayez un chemin jusqu'au cloison. ça c'est un peu plus compliqué. Vous appuyez tout de suite où ça fait mal. C'est-à-dire que ces genres de discours, j'ai l'habitude de les entendre, mais dans les cours de Carnandras, ce sont d'anciennes amies à moi qui les tiennent, voyez-vous. Oh, Et elles vraiment. fréquentent la haute société de Carnandras. Alors, Mais c'est là toute la différence. C'est que vos amis de la haute société de Carnandras, elles ne se noient pas jusqu'aux hanches dans la fange, et il faut quand même cette expérience. Il faut savoir être une aristocrate dans la boue, là où se passent vraiment les choses, là où on vous emmène. Je n'ai pas retenu votre prénom. Eleanor, Eleanor. Oh, ça sonne bien. Hilda. Elle te serre une main comme ça qu'elle laisse tomber mollement devant elle. je vais la saisir doucement et juste sourire un peu gêné. Bon, Je n'arrive pas à savoir si vous êtes ici volontairement ou non, Hilda. je vais vous dire un secret. Je n'arrive pas à le savoir non plus. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Rentrez. Elle pousse la porte et elle rentre elle-même. Elle se rhabille un peu comme elle peut et elle rentre dans le chalet. Avec une totale nonchalance, une démarche un peu exubérante. Pas forcément recherchée d'ailleurs. Ça lui vient naturellement. Je vais rentrer dans le chalet avec elle. Enfin, à sa suite et fermer la porte derrière moi. Ah, je n'avais pas prévu que quelqu'un voudrait dormir ici. Il y a une chambre juste derrière. Le lit n'est pas fait. J'imagine que c'est dans votre... Ce n'est pas dans grave, votre ordre. je peux me débrouiller, je peux même dormir au sol, ce n'est pas un problème. Le voyage a été long et pas forcément très confortable. Mais à vrai dire, Hilda, je vais jouer carte sur table. J'ai 2 questions à vous poser sur 2 personnes totalement différentes. Oh, bien sûr, bien sûr. Un instant, elle arrive près d'un petit secrétaire. Tu vois qu'elle ouvre des petits flacons et elle mélange ça dans un tout petit verre métallique. Je vous écoute, allez-y, Eleanor. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Elle se met à touiller. Tu me demandes à moi ou tu lui demandes à elle? Ah, je lui demande à elle. Elle touille. Ah, rien du tout. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour vous. Encore que, si vous manquez d'inspiration dans vos entreprises scientifiques, revenez me voir. Et elle le verse d'un trait. Elle le boit d'un trait. Je veux essayer. Mais vous êtes plus amusante que ce que je pensais. Méfiez-vous. Les gens sont surprenants. D'accord, d'accord. C'est pour ça que je viens vous voir. Je ne pensais pas que je trouverais quelqu'un d'aussi désabusé, mais... Comprenez, on m'a traîné jusqu'ici pour rencontrer votre père, et je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Si votre père est un homme bon, ou si je devrais m'en méfier.
Je n'arrive même pas à leur faire dire pour qui votre père travaille. Et voilà, vous commencez à vous enfoncer dans la fange, vous aussi. Vous êtes probablement au niveau des genoux, pour l'instant. Ça ne me surprend pas. Mon père... Mon père... est un homme envers qui on a envie d'être loyal. Et on le paye parfois très cher. Pour ma part, je paye volontiers. Elle commence à faire un peu la mixture, elle verse le contenu des fioles, elle commence à touiller pendant qu'elle parle. Tenez, Pourquoi? je te tends le verre. Merci. Et donc? Pourquoi le paye-t-on cher? Parce que mon père, ses affaires le mènent souvent dans des endroits et des contextes dangereux. Mais c'est normal. C'est normal pour tous ceux qui veulent arriver à quelque chose. Simplement, mon père est comme tous les pères. Lorsqu'on parle de sa fille, l'homme protecteur en lui surgit. Et alors, il vous met au chalet, avec une belle chambre, une belle vue, loin de la fange, comme si vous étiez trop fragile pour y aller, comme s'il avait peur que vous vous y noyiez complètement. Alors vous ne pouvez pas l'aider autant que vous le voudriez. Alors, parfois, vous lui forcez la main un petit peu. Il en est satisfait, même s'il ne le montre pas. Un père, en somme. En tout cas, c'est le mien. Comment voudriez-vous l'aider? Dans ses affaires, dans ses relations, lorsqu'il faut négocier. Parfois, une femme comme moi est plus utile à Bourbeville. Les vieux os de mon père, le guerrier, le spadassin. Et puis mon intelligence. Connaissez Lady Lamael? Pardon. Un peu. Et donc? Et donc, Qu'en savez-vous? posez beaucoup de questions ouvertes, Eleanor. J'en sais qu'il n'est pas là depuis très longtemps, ça doit faire 2 ans, et que s'est déjà fait un nom, une place, il était deal après tout. Rares sont ceux qui arrivent en Colchide et qui 2 ans plus tard atteignent cette position de pouvoir. Car il participe aux affaires de Bourbeville, il a son influence. Un homme intelligent. Et dangereux, donc. Comme tous les hommes intelligents. Merci pour le verre. Et je le bois d'un coup. Juste Je sais avant que pas. tu le boives, quand même, toi qui es alchimiste et qui as l'habitude de... C'est pas un breuvage comme ce dont tu as l'habitude, tu le vois très clairement. C'est transparent, enfin transparent, ça a l'air vraiment très liquide, pour le coup, comme un breuvage alcoolisé par exemple. Mais celui-ci est bleu ciel, très clair. Et t'as l'impression, peut-être une impression que dans le verre, lorsque tu regardes, c'est un peu comme si parfois il y avait des, pas dire des scintillements, mais si du scintillement un peu vaporeux, plus clair encore à l'intérieur, et c'est des sortes de reflets comme ça, vaporeux, du scintillement terne à l'intérieur du verre. Je le bois. Et qu'est-ce que je viens de boire exactement? Vous verrez. De l'inspiration liquide? Si l'on peut dire, cela dépend des personnes. Ça dépend avec quoi vous le diluez. Je vous ai concocté quelque chose. Je vous conseille de faire votre lit rapidement. La première fois, ça peut faire bizarre. Il me reste une question à vous poser.
Nous avons croisé 2 personnes en chemin ici. Basile et Malva. Hmm. Vous les connaissez donc. Oui. Une vraie petite salope, cette Malva. Elle me plaisait bien. Non, vraiment. Je pense qu'elle pourrait me plaire, il ne faudrait pas grand-chose. Laissez-moi vous dire, Eleanor, un petit détail en plus. Je pense que je la verrais bien avec une pierre partiellement encastrée dans son crâne. Pas suffisamment pour qu'elle tombe dans la conscience, bien sûr. Mais vous voyez, suffisamment pour enrayer ses capacités cérébrales, pour que son visage se fige dans cette expression complètement idiote qu'elle arbore parfois. Ah, 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 comme ça, et qu'elle tombe. Là, elle me plairait bien, Malva. Avec son frère à côté qui serait éploré à la réveiller. Malva, Malva. Quel idiot celui-là. Enfin bref, je m'égare. À quel point sont-ils dangereux? C'est ça ma question. Hum. Ils le sont. Suffisamment pour qu'il faille être prudent. Voilà. Mais nous aussi, nous sommes dangereux, les oiseaux de l'étoile. J'espère. Je vous remercie, Hilda. Je vais aller profiter de votre breuvage et m'allonger un peu. Faites vite votre lit. Vous trouverez sans doute des draps propres dans l'étagère. Mais tic-tac, tic-tac, le temps est compté. À demain. Et elle se retourne, À demain. elle laisse complètement tomber sa robe, elle est complètement nue et elle va s'affaler sur son lit. Je pense que si je suis gagnée par un tout petit peu d'ivresse, je vais traîner mon lit. Enfin, je vais prendre des draps et je vais me coucher dehors. D'accord. Ok. Excellente idée. Argyle. Les moustiques, tout ça. Les moustiques, tout ça, bah oui, c'est fantastique. Argyle, tu arrives près du dortoir. Et il y a encore du mouvement à l'intérieur, ça ricane pas mal, mais ça ricane quand même plutôt silencieusement, c'est-à-dire discrètement. Et lorsque tu rentres à l'intérieur, tu vois qu'il y a des hommes qui sont là. Il y en a qui dorment ou qui essayent, qui sont sur leur couche. D'autres qui discutent entre eux. Certains jouent aux osselets et il y a Taureau qui est là. Lui, il fait partie de ceux qui jouent aux osselets. Dans cette case-là, il doit y en avoir, je sais pas moi, 8 à peu près. Argyle, pas trop tôt. Je me demandais si t'allais venir ici cette nuit. Ah, évidemment. J'ai même ramené 2 copines. Et je vous montre les 2 bouteilles. Bien. Les gars, je vous présente Argyle. Un vieux copain, même si on n'a pas été toujours copains. Pas vrai? Est-ce que j'ai pu t'en foutre, con? Fais pas cette gueule, ma gueule. Il s'adresse à un jeune. Je sais pas si t'étais là. Si je pense que t'étais là quand vous étiez rentré dans la pièce où il y avait Alix, la femme de chambre, la servante. C'est le gamin qui disait de se méfier et tout ça. Qui disait de se méfier. Je me souviens pas de ça. Qui voulait rester pour la protéger pendant qu'on était là parce qu'il avait pas confiance en nous. Ah C'est oui, lui. oui, pardon. Oui, c'est lui. C'est lui.
Le fils de la servante, on prend soin de lui. Il fera un fier spadassin un jour. Mais pour l'instant, c'est juste un gamin. Pas vrai, Mayol? Hein, un gamin, tu parles. Oh. Tu verras un jour. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, ramène tes petites copines, Argyle. Et après, on dort. Grégoire aime pas qu'on finisse bourré. Sauf en de rares occasions. On a des consignes claires. Le premier que je vois émécher, je le défonce. C'est clair? Il parle un peu plus fort, quitte à réveiller d'autres gens. Du coup, ce que je fais, c'est que je sers un verre à tout le monde et je sers un grand verre à Mayol. T'es con, toi, dis donc. Tu te souviens qu'on était aussi jeunes que ça? Vous voulez... Non, mais je vais pas le boire, hein. Mais t'es une lopette ou quoi? Bois, bois. Et tu viens de dire que... Faut pas écouter ce que je dis. Écoute Argyle, tu peux l'écouter. Et si t'es torché, si t'es éméché, que tu montes des signes, je te rosserai. Et ta mère te reconnaîtra pas. Et si tu bois pas, bah écoute, tu pourras jamais être un spadassin. C'est tout. À toi de choisir, Mayol. Et vous le voyez en... Va pas le laisser te parler comme ça. T'es pas une femmelette. Vas-y, bois. Montre-lui que t'es un homme. Ouais, c'est... Tu verras. Je vais pas le sentir. Vous me sous-estimez toujours. Et il se met à boire, à boire, à boire, à boire. Et il vide. Et vous entendez des ricanements parmi ceux qui étaient censés être en train de dormir. On a qu'on relevait un peu la tête. Bon, plus sérieusement, avant que le gamin pique du nez. Si, tu vas piquer du nez. Et je t'en foutrai deux baves demain. Je t'avais dit de pas être éméché. Argyle, entre toi et moi, toute cette petite clique que tu ramènes. T'en penses quoi? Ça va nous poser des problèmes? Ça va être instable ou ça va filer droit? Je dirais bien que le pognon va aider à ce que ça file droit. Mais pour avoir traîné mes guêtres avec eux suffisamment longtemps, je sais que certains d'entre eux sont des malades. Petite précision, je me suis trompé sur le nom, c'est pas Aurel, c'est pas Mayol, c'est Aurel. Mayol, c'est un autre gars Aurel, du cloiseau, je me suis trompé. Je le précise. Le patron, c'est Nestor. Et il aime faire souffrir. Alors écoute-moi, Argyle. Le patron ici, de tous ceux qui possèdent une épée, c'est moi. Alors ton Nestor, il filera droit. Tu te souviens de la règle? Si tu veux te battre, tu te bats contre moi. Ce sera pareil pour ton Nestor. Bon, Méfie-toi de lui. je me méfie de tout le monde, à commencer par mes propres gars. Hein, Aurel? Allez, sur ce, on parlera plus demain. Donc tu me dis que c'est sous contrôle, ça ira. Et quand ton Nestor se ramènera, on avisera. Va te pieuter pour l'instant. Je t'ai laissé un petit quelque chose sur ton lit. Du coup, je vais aller le voir. Ton lit, c'est un des dortoirs qui est en hauteur, enfin des lits superposés. Tu dois grimper par une petite échelle. Celui qui est juste en dessous de toi te fait un signe de tête alors que tu y vas. Et tu trouves quelque chose posé sur ton oreiller. Un ours en peluche. Un ours en peluche dont la peluche justement est toute sèche. Et cet ourson, il est beaucoup plus abîmé que lorsque ta sœur te l'avait donné il y a bien des années de ça. Mais il est là.
posé sur ton lit. Et le fait qu'il soit sur le lit d'un dortoir, ça te rappelle quelque chose. T'étais dans la cour. Il fait nuit. Tu dois avoir 9 ans, 10 ans tout au plus, peut-être bientôt 10 ans. Et tu pénètres dans le dortoir de la guilde de Spadassin pour aller te coucher. Tu viens de terminer les corvées. C'était ton tour ce soir. Et lorsque tu arrives dans le dortoir, tu as une scène assez similaire à ce que tu viens de voir au cloiseau, dans le présent. Sauf que tu vois plein d'autres jeunes, comme toi. Ceux qui sont formés, au même titre que toi, mais t'es le plus récemment arrivé. Et il y en a qui sont en train de rigoler dans un coin. Et tu remarques qu'il y a quelque chose posé sur ton lit. Tout le monde se marre. Que fais-tu? Je vais voir. Sur ton lit, tu vois ton ourson en peluche. Il est posé sur ton oreiller et il est percé de dizaines, je dirais peut-être pas dizaines, allez, d'une dizaine d'aiguilles. Et ces aiguilles, tu les reconnais. Il y a un garçon parmi les futurs spadassins qui s'appelle Audren, qui se la joue un petit peu mystique. Et il confectionne souvent des poupées qui percent avec des aiguilles. Et ton ours en peluche, l'ours en peluche de ta sœur, est percé d'aiguilles, dont l'une dans l'œil. Et t'entends un des gamins qui dit « Bah alors, t'as pas l'œil qui te pique ?» Que fais-tu? Est-ce qu'il y a une chaise ou un truc comme ça? Ouais, un tabouret, je dirais. Un tabouret? Ok. Je recule, j'attends, je regarde, et d'un seul coup, je prends le tabouret et j'essaie de l'exploser sur la tête de celui qui a rigolé en disant ça. Je pense que tu y arrives tout de suite. Tu lui exploses la tête. Oh, bordel! Et là, t'es attrapé par certains des gamins qui te jettent dans une pièce. Lâche-le, petit connard! Et alors que tu as été jeté par terre, comme une poupée justement, sur l'un des lits qui est au rez-de-chaussée, tu remarques Audren, qui est assis en tailleur sur son propre lit et qui te regarde avec un petit sourire, amusé. Il est en train de jouer avec une toute petite poupée qu'il a confectionnée et il est en train de la piquer avec une aiguille. Alors, tu sens ton dos qui te pique, Argyle? Ça te fait rire à dégoût? Qu'est-ce que tu vas faire, petite merde? T'es haut comme 3 pommes. Les autres, ils m'empêchent d'y aller ou... Non, ils t'ont lâché. J'imaginais qu'il y a un autre tabouret ou un truc comme ça, j'essaie de lui en jeter un dessus. Tu lui jettes dessus. Écoute, il se protège. Il le prend sur le bras. Ah, Bah alors, ça pique? connard! Et il s'approche de toi. Et il se jette sur toi. Il t'attrape par le col. Et il te balance contre le mur. Et il te frappe plusieurs fois contre le mur. Et t'as les autres qui commencent à taper du pied. Que fais-tu? Il est bien plus grand que moi, c'est ça? Non, pas spécialement. Bah, un peu plus, il est âgé, je pense, d'1 an de plus que toi ou 2 ans, mais il est assez frêle. Ok, alors j'essaie de taper au niveau de la gorge. Pour qu'il me lâche. Écoute, il s'y attend pas du tout. Tu le frappes au niveau de la gorge. Et tu vois qu'il a ses yeux qui s'écarquillent. Et il tombe près de son lit. Bordel, tu l'as tapé à la gorge! Audren, ça va? Il y en a qui essaient de le relever. Et là, t'entends une voix plus grave que celle des autres enfants, mais pas une voix d'adulte. C'est quoi ce bordel ici? Ah, c'est Argyle!
Il vient de taper Audrey à la gorge. Et c'est Taureau qui vient de rentrer. Il a peut-être 12 ans. Mais déjà à 12 ans, il fait une tête de plus que toi. Large d'épaule, un petit peu grassouillet, mais une vraie terreur. Il te regarde. T'as pas entendu la règle? Qu'est-ce que j'avais dit? Si tu veux te battre, tu te bats contre moi. Allez, viens là. Il t'attrape par les cheveux et il te pousse vers la sortie du dortoir. Allez, viens. Viens dans la cour. Allez! Il te donne un coup de pied dans le dos. Tu tombes par terre. Et il marche dans ta direction, vers la cour. Que fais-tu? J'essaie de me relever et je vais dans la cour. T'arrives dans la cour, elle est en pleine ville, à bleu-argent, mais elle est un petit peu fermée par tous les bâtiments. Il y a quelques arches, quelques lanternes accrochées ici et là. Et l'entrée de votre dortoir était sous l'arche qui soutient un escalier. Il va vers les quartiers notamment de Grégoire. Et tu as tous les autres enfants qui sortent et qui commencent à se disposer dans la cour pour faire une ronde. Et tu as la silhouette de Taureau qui se met devant toi, il prend même pas la peine de se mettre en position de combat. Allez, vas-y, je te laisserai le premier coup, petite merde. C'est de la terre battue ou un truc comme ça, non? Allez, pourquoi pas. Et bah du coup je ramasse, je lui en jette au niveau du visage et je vais le frapper. Très bien. Vas-y, tu te jettes sur lui, tu vas me lancer 2 dés à désavantage, difficulté 8. J'ai des soucis de son en revanche. Bah loupé, j'ai fait 6 du coup, vu que c'est des avantages. Attends, je suis obligé de me reconnecter, j'ai un problème de son. Désolé. Tu lui jettes le sable dans la figure et il détourne simplement le visage, si bien qu'il se prend la terre dans sur l'arrière du crâne. Et alors que tu t'approches pour le taper, il te met un énorme coup de poing. Tu le prends au niveau de la mâchoire. T'as l'impression que celle-ci se disloque. T'en es pas sûr, mais c'est l'impression que ça te fait. T'as jamais pris un coup aussi fort de toute ta vie. Tu tombes par terre. Il arrive devant toi, il t'attrape à nouveau par le callback et il te soulève. Et il te jette un peu plus loin. Tu tombes. Tu arrives au niveau de la ronde. T'en as qui sont en train de te repousser. Bah alors vas-y, tu fais moins le malin maintenant. Et alors que t'es par terre... Moi je suis tout seul contre un. Et il se marre. Et t'es en train de ramper. Tu vois les pieds de tes camarades. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me relever et me préparer en espérant qu'il soit bien plus lent que fort pour essayer de me décaler, le frapper quand il voudra m'attaquer. Je dois être en réaction en fait. Tu fonces, tu tentes. Écoute, tu vas me faire... Lance-moi un dé, difficulté 8, pour voir si tu réussis à esquiver. 4. Tu réussis pas à esquiver. Il te faut un coup. Peut-être que tu esquives le premier coup de poing, mais c'était une feinte, et tu prends le coup de pied dans le plexus. De nouveau, t'es reprojeté en arrière, t'as le souffle coupé. T'es à nouveau près de tes camarades. En fait, tu es même sur le dos, et tu vois leur visage penché au-dessus de toi. Mais bientôt, t'entends une voix au niveau de tes oreilles. Tu n'as pas vu son visage. Elle s'est probablement accroupie près de toi. Et tu entends la voix de Jeanne. Elle doit avoir 11 ans. Et tu l'entends te murmurer. Il est convaincu qu'il est plus fort que toi. Fais-lui croire qu'il a le dessus, ne fais plus rien. Et quand il s'approchera, c'est là que tu frappes. Et surtout, frappe au pire endroit. Et alors que tu cesses de l'entendre, l'espace d'un instant, tu vois son visage à l'envers, au-dessus de toi. Tu sens une petite pression au niveau de ton épaule alors qu'elle essaie de te relever. Tu reconnais son visage qui est bardé notamment d'une cicatrice. Pourtant, elle a le visage frêle, une jeune fille. Que fais-tu? Tu vois Taureau qui est en train de marcher dans ta direction d'un pas décidé, l'air vraiment mauvais.
Bah du coup, je feinte que j'ai déjà perdu quoi. Enfin, j'attends qu'il s'approche suffisamment pour essayer de m'étrangler ou de me choper pour lui mettre un énorme coup dans les couilles. Il te chope, il t'étrangle pas, mais il te met plusieurs coups de poing. Des fois, il t'attrape par le callback et il te jette à nouveau par terre. Enfin, il te propulse contre le sol plusieurs fois. Est-ce que t'as compris maintenant? On déclenche pas les combats. T'as compris maintenant? Il t'attrape par les cheveux et il approche son visage du tien. Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour que je lui tape soit les couilles, soit au niveau de la gorge? L'un ou l'autre. Tu choisis. Les couilles. Tu frappes un coup de genou. Pouah, il s'y attendait pas du tout. Et il est même littéralement presque propulsé un petit peu au-dessus de toi, au niveau de ta tête. Si bien que tu vois presque son ventre ou ses parties au-dessus de ton visage. Et il est appuyé sur ses propres mains, probablement dans une posture pas du tout glorieuse pour lui. Que fais-tu? J'en profite pour lui mettre un coup dans la gorge, du coup. Tu lui mets dans la gorge. Il tombe par terre. Il s'affale, le visage dans la terre. Et plein de rage, il se relève. Je vais t'apprendre! Et là, tu entends la voix. Au niveau de la rambarde de l'escalier, au-dessus de l'arche qui vous mène à vos dortoirs. Stop! Et tu remarques, alors que tu as le visage ensanglanté, tu remarques Grégoire qui était là, accoudé. Tu te rends compte qu'il était là depuis le début, à observer. Ça sera tout, Taureau. Rentrez tous maintenant. Demain, vous avez entraînement. Et sans un mot, les autres rentrent. Taureau t'envoie un regard haineux. Jeanne passe pas loin de toi. Elle a un petit sourire, à la fois de compassion, mais aussi d'amusement ou de complicité par rapport à ce que tu viens de faire. Je lui glisse doucement merci quand elle passe. Tu vois un infime opinement du chef, presque imperceptible. Et tu te retrouves seul au milieu de la cour, sous le regard de Grégoire. Je te laisse me dire ce que tu fais, si tu fais quelque chose en particulier. À ce moment-là. J'attends de voir s'il me demande quelque chose, ou il me parle. S'il fait rien, je me barre et je rentre à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur. Il ne te dit rien, mais il te suivra longuement du regard. Eleanor, tu es allongée en haut de cette petite colline. Tu contemples les étoiles. Tu t'apprêtes à t'endormir. Tu attends que le sommeil vienne. Tu constates que ces étoiles bougent. Des étoiles filantes peut-être. Et tu vois à nouveau ces astres qui tournoient, qui se connectent entre eux avec toutes ces lumières, qui forment des engrenages. Et tu te sens happé par eux. Tu te sens propulsé vers le ciel. Tu n'es plus sur cette colline maintenant, il n'y a plus de chalet. Plus rien, et tu vois tous ces astres, tous ces engrenages étincelants autour de toi, qui tournent, tu te retrouves sur ces lignes. Tu es dans le ciel étoilé, nocturne. Que fais-tu? Je vais marcher un temps, et je vais surtout voir une étoile plus scintillante peut-être que les autres. Et c'est celle, tu sais, c'est celle du départ d'un des... Celle par laquelle tout a commencé, tu vois. Ça doit être même la première que j'ai vue sur le dos de Forkis, ou peut-être, tu sais, qui fait partie d'une constellation de ce rouage-là. Et c'est vers elle que je vais. Tu te diriges vers cette étoile, tu voles vers elle, et tu vois toutes les autres qui défilent de plus en plus vite, c'est étourdissant. Tu t'apprêtes bientôt à attraper l'étoile. Tu l'attrapes et elle se met à tourner à ce moment-là. Et tu es propulsé vers un autre engrenage. Tu es attrapé d'engrenage en engrenage. Tout se met à tourner autour de toi et t'entends des engrenages qui tournent.
C'est beau, c'est magnifique, mais tu entends toute cette machinerie, en plus de la magnificence de l'espace. Et tu te retrouves dans les rouages eux-mêmes. Que fais-tu? Je vais essayer de m'éloigner parce que finalement, là, j'ai qu'une vue proche et je veux voir ce qui tourne. Je veux voir tout ce qui tourne. Tu repousses avec Je tes donne jambes. un... Ouais, je te l'ai dit à ta place, mais c'est ce que tu voulais dire, j'imagine. Vas-y. C'est ça, ouais. Tu repousses avec tes jambes et tu as de la force dans les cuisses, si bien tu es propulsé à nouveau en arrière. Tu vois toutes les constellations autour et tu vois que l'engrenage que tu as laissé en fait est une composante d'une constellation entière, une constellation mécanique faite d'étoiles. Et tu vois les ailes de cette constellation qui battent. Les ailes de cet engin. L'engin que tu as peint avec ta mère. Tu vois presque les coups de pinceau. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je poursuive? C'est tout. Et c'est là que tu es absorbé et que tu tombes, tu vois toutes les étoiles qui défilent, tu tombes et soudain, tout devient bleu autour de toi, tu vois des vagues bleues, tu vois des formes de vapeur partout, mais tu tombes, tu ne voles plus, tu tombes et tu t'écrases complètement sur la colline.